Pêcheur.com. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, petite séance, question sur la pêche du silure avec Laurent, Seb, des spécialistes quand même de la pêche du silure que l'on peut suivre sur différents réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, leur propre réseau perso. Et puis notre ami Jean-Michel Baltringue hein, qui est là, présent. Ah ben je l'ai fait, hein. Oui, mais tu l'as fait, tu as raison. Stéphane Durand-Robin qui est effectivement le manager de du pêcheur.com, pardon. Donc on va lancer le sujet. Community manager. Manager, je suis pas le boss. Community manager. Le mec qui est sur Facebook toute la journée. D'accord. Le gars qui est sur Facebook toute la journée, mais qui a toujours des questions très pertinentes. On l'a connu dans d'autres émissions, bien entendu, sans aller si loin. Et puis là, du coup, tu vas poser des questions concernant la pêche du silure. Alors, moi non. On a répertorié toutes les questions que les internautes nous ont envoyées. Alors, vous pouvez également en faire en direct. Hein. On pourra intervenir. Si elles sont pertinentes, je les poserai à nos spécialistes. Tu ouvres le bal. J'ouvre le bal. Vif ou leurre, lequel est le meilleur pour les gros silures? Pour ma réponse, moi, ça va être selon les périodes. Approche bien le micro, Laurent. Plus près, alors. Ouais, pour ma réponse, moi, ça va être vraiment selon les périodes et selon le comportement du poisson à ce moment-là, quoi. Le vif est un très bon appât, mais le leurre a fait de gros résultats également. Alors, Seb, et donc, par exemple, en hiver, est-ce qu'il vaut mieux pêcher au vif ou au leurre? Alors, en hiver, en été, au printemps, à l'automne, en fait, tout va dépendre des conditions climatiques, des secteurs de prospection. Voilà, donc à un moment donné, on va utiliser du leurre sur un type de poste donné. Par exemple, sur une chute d'eau, on va plutôt utiliser des leurres. Sur des zones plus calmes, on va peut-être plus utiliser des vifs. Donc j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre Il n'y a pas de règle absolue. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas de saison absolue. C'est vraiment le terrain qui va commander et qui va nous dire si là, on va utiliser telle ou telle leurre ou si on va plutôt privilégier la pêche au vif. On ne peut pas dire, par exemple, en hiver, eau chargée, le vif est le meilleur. Non. Non, c'est vraiment le terrain, la zone qui va commander. Enfin, moi c'est mon avis. Après, toi, Laurent, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Non, c'est exactement ça, hein. C'est le poisson qui est roi hein, dans cette histoire. C'est lui qui va décider sur quoi il va se lancer. Des vifs, ça marche très bien, mais les leurres font vraiment effet. Et comme disait Seb, c'est vraiment selon le type d'eau qu'on pêche, selon le type de poste. tu pêches quel secteur, toi, Laurent? Moi, je pêche la Saône, hauteur de Lyon, on va dire jusqu'à Villefranche-Mâcon, donc le bas de la Saône. Le bas de la Saône. Seb? Moi, je pêche là où il y a des poissons, j'ai envie de te dire, de la péninsule ibérique jusqu'en Hollande, même pour le silure. Voilà. Je suis plus précisément sur la Saône, en amont de Lyon, la Saône, la Seille, voilà, et je fais aussi le Rhône, la Camargue, voilà, l'Italie aussi. Et en fonction des secteurs, je vais privilégier telle ou telle technique et plus précisément vif ou leurre. Sur des poissons qui seront assez actifs, qui seront postés justement en attente de bait fish de nourriture, qui seront là vraiment spécifiquement pour chasser. J'aurais tendance à plus utiliser le leurre pour déclencher leur agressivité. Moi, j'ai une question d'internaute. Quel vif utilisez-vous? Ce qu'on arrive à avoir. Voilà. Je sais pas. Alors, je vais dire je dis souvent ça dépend, mais oui, ça dépend. Parce que ça dépend du courant. Si on a une zone, si on pêche dans des zones où il y a beaucoup de courant, les vifs qui sont assez longilignes comme le chevenne, des gros gardons seront plus à privilégier qu'une brème, qu'une tanche. Voilà, ça c'est des vifs qu'on utilisera plus dans des secteurs calmes. Voilà. D'accord. À propos de vif, est-ce qu'on peut pêcher avec un petit silure en guise de vif? Légalement, il n'y aurait rien qui l'interdit. C'est pas un poisson qui est maillé, c'est pas un poisson qui est protégé. Après, on peut essayer de leur foutre la paix aussi. Deuxième question, Steph, de Joe Glanis. Un pseudo Facebook.
un pseudo Facebook. Quelle est la meilleure saison pour le silure? En période de crue ou pendant la fraie des brèmes? Il paraît que le silure adore la brème. Alors effectivement, en fait, les brèmes, ça brasse vraiment beaucoup d'eau quand elles sont en frais. Elles ont des frais qui sont très bruyantes. Et c'est vrai que ça attire quand même ces poissons. Il n'y a pas à faire, hein, ils y vont dedans. Après, pendant les crues, c'est des très bonnes périodes, hein. En fait, c'est des périodes où les poissons sont presque plus faciles à capter parce qu'ils se plaquent sur les bordures sur les premières heures, là, quand les premiers jours, quand il y a les coups d'eau. Et on va dire qu'ils sont relativement faciles à capter dans les zones de calme. Après, c'est vrai que les frais des brèmes, quoi qu'il en soit, ils sont dessus, hein. Dans des zones de calme, mais dans des fosses où ils peuvent être... Ah non, non, quand je dis dans les zones de calme, c'est plaqué sur les bordures, hein. Moi, je les pêche à 3 mètres du bord, hein. J'ai pas besoin de sortir de fil, hein. On pêche sous la canne, hein. Ils sont là. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que je préfère la petite période de reproduction des brèmes, parce que c'est un mets de choix pour le silure, et c'est aussi pour eux une facilité déconcertante pour venir taper, claquer dans les brèmes et puis se nourrir à ce moment-là. Il n'est pas rare pendant ces périodes-là de les voir régurgiter 5, 6, une dizaine de brèmes, voilà. Ils sont là, ils ont l'opportunité de manger et ils tapent dedans, voilà. Et là, vous pouvez vraiment faire un carton, quoi. Frais de la carpe également, puisqu'elle se situe en même... Ouais, on parle de la brème parce que c'est Quasiment à la l'une même des époque. frais les plus bruyantes, hein, mais bon, les gardons, les carpes, enfin, tous les poissons, tous les cyprins, on va dire, qui se regroupent pour frayer, ils ramassent, hein, ça. Alors, je rajouterais aussi que pendant cet effet de brème, ça n'attire pas que les silures, parce que ça attire tous les autres cyprinidés qui vont venir grignoter ces œufs de brème. Alors après la brème, déjà on a le gardon qui fraye en premier, après on a la brème. Et ces poissons restent sur les mêmes secteurs, sur les zones assez chalots, et vont venir se nourrir. Bon, déjà de ces poissons pour les poissons carnassiers, mais aussi après les cyprinidés vont venir se nourrir des œufs des poissons. Et même pour ce qui est de la fraie du silure, au moins de fin mai, début juin, la fraie du silure attire aussi des cyprinidés, des gardons, des brèmes, des chevennes qui vont venir à leur tour se nourrir des œufs de silure. Voilà. Ok, on va passer sur une autre question. Yannick Doré, quel est le meilleur vif pour pêche au cassan? L'espèce et la taille. Moi, c'est pas une pêche que je pratique, je passe la main. Alors, vaste sujet, on pourrait en parler pendant un bout de temps, parce que la pêche au cassan, en fait, elle regroupe les pêches qu'on appelle en pierre perdue, des pêches dans le courant, sur le fond, avec un vif décollé via un flotteur sous-marin. Et on a aussi les pêches au cassan dans les arbres, sur des bordures, dans des retournes, dans des... Voilà, donc on a, en fonction des secteurs, des vifs à privilégier. Je parlais tout à l'heure des zones de calme et des zones de courant. C'est ça qui va rentrer en compte pour savoir quel vif choisir. Il y a aussi un dernier point qui est important, c'est les poissons dont sont habitués les silures du secteur à se nourrir. C'est-à-dire, vous avez les secteurs comme la Camargue, comme la Loire, où on a des poissons migrateurs qui remontent tels que les mulets. Une zone où les silures sont habituées à manger du mulet. Par exemple, le mulet, si on pouvait l'utiliser en vif, ce serait un mets de choix, quoi. Voilà. Ah bon? J'ai une question. J'ai du mal à toucher des silures au leurre du bord. Aidez-moi. La prospection des zones au leurre, déjà, faut des zones où il y a du poisson, hein, déjà ça joue, hein. Mais c'est vrai que c'est une prospection très méticuleuse parce que le silure évolue vraiment au gré de la journée, au gré des mois, au gré des saisons, et il a vraiment des couches d'eau qu'il affectionne selon les températures, selon l'ensoleillement, selon des milliards de critères qu'on ne connaît pas en fait. Donc il faut vraiment peigner la zone. Mais après au leurre, s'il veut vraiment arriver à faire du poisson, on va dire les coups faciles, ça va être les premières heures d'un coup d'eau sur une crue. Ça c'est une zone de calme en bordure, c'est vraiment facile à trouver les poissons. Et sinon, ça va être sur des gros orages, surtout en été. Les poissons, ils sont habitués à venir sur les sorties de rivières, les sorties d'égouts, tout ce qui
tout ce qui tranche la couleur de l'eau sur les coups d'eau. Et dans ces zones-là, il y a toujours des poissons. Et au leurre, là-dedans, je pense qu'il pourra arriver à en taper un facilement. Et globalement, c'est plutôt leurre dur, leurre souple pour le silure. Moi, j'aime bien les leurres souples. Moi, je suis bien leurre souple aussi également. Ouais. Et je rejoins Laurent sur le fait que pendant les orages, c'est vraiment un cas école qui va. C'est des zones où on va être sûr de trouver du poisson et c'est des pratiques qui vont forcément nous apporter du poisson et nous mettre en confiance sur nos techniques de pêche et nous faire pêcher mieux. Donc au début, quand on pêche le silure, quand on se met vraiment à pêcher le silure, il faut vraiment choisir des zones clés pour pouvoir avoir des touches et faire des poissons. Pour après s'écarter un peu de ces zones de confort. Une autre question qui a été posée par un internaute Facebook. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un tapis de réception, messieurs? Comment on manipule un silure? Parce qu'on voit souvent on tape sur la tête. Donc, Alors, la tape, c'est deux choses différentes. La tape sur la tête, c'est vraiment pour... ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la tête des pêcheurs de silure. C'est vraiment pour que le silure fasse son dernier rush, comme s'il n'était pas au courant qu'on l'avait déjà accroché à un hameçon. Mais oui, en général, il fait toujours un dernier rush. Donc, c'est assez sécurisant de lui mettre une tape sur la tête. Ou alors, vous pouvez utiliser des gants. Et dès qu'il arrive vers vous, il faut le prendre fermement par la mâchoire inférieure et ensuite le monter sur le bord ou sur le bateau. Avec, bien sûr, de préférence, un tapis de réception. Le silure a beaucoup de mucus sur lui, donc évitons de lui enlever tout ce mucus et pêchons proprement et respectons nos poissons. Et c'est vrai qu'un tapis de réception, c'est quand même très important, quoi. On mouille préalablement le tapis, bien sûr. absolument pas. Sinon, ça colle. Mais pas en papier de verre. Mais non, une bâche, un tapis de réception, c'est clair que c'est les premières précautions à prendre pour ces poissons. Et moi, j'ai l'avantage de pêcher en flotte tube, donc de pouvoir, on va dire, encorder mon poisson directement dans l'eau sans l'extraire et d'arriver au bord. Et vous verrez sur mes photos, c'est quasiment toutes mes photos, je les fais dans l'eau. J'évite de sortir les poissons parce que c'est des poissons lourds et de les laisser sur une berge comme ça posés, ils s'écrasent quand même et je pense qu'ils se créent des lésions. Donc moi, toutes mes photos, je les fais toujours dans l'eau, portées par l'eau. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de garder, moi. Okay. Justement, à propos de flotte tube, quel type de flotte tube utiliser pour le silure? Haute pression obligatoirement ou pas? Haute pression. Qu'est-ce qu'ils appellent? Je pense que c'est PVC, je pense qu'ils veulent dire des flotte tubes un peu robustes. Alors, tous les flotte tubes pourraient faire l'affaire dans l'absolu. Hein. Moi, j'ai commencé avec les premiers modèles il y a 15 ans et c'était vraiment des trucs avec des chambres à air un peu basiques. Je conseille quand même un PVC, c'est quand même plus sécurisant, plus robuste. Pour le poids du pêcheur ou pour le poids du poisson? Pour tout. Le poids du pêcheur, ça va être ce qui est capable de porter ce flotte tube. Il y a des flotte tubes à chambre à air qui portent très lourd. Mais bon, le PVC a quand même une garantie quand il est en plein soleil toute une journée. Ça évite qu'il éclate au milieu de l'eau, c'est désagréable. Et après, j'avais fait une vidéo là-dessus parce que le flotte tube, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui commence à vraiment tirer l'œil pour les autorités. Et c'est pour ça que je vais en profiter de passer ce message. Flotte tube, il faut se responsabiliser. C'est pas juste d'acheter un flotte tube et se jeter. Il faut un port de gilet. Et puis, obligatoire. Il y a des consignes de sécurité. Moi, je pense que ça devrait l'être. Je pense que quand les parents achètent un flotte tube à un enfant, les 50 balles qu'il y a à rajouter, il faut le faire. Enfin, c'est la sécurité de l'enfant, c'est la base. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais pour répondre à la question, pour moi, il faut un flotte tube, un minimum, c'est 1,70 m de long et avec les proues assez longues, surtout quand on pêche le silure, parce que c'est une question de physique, c'est l'assiette. En fait, plus la proue est longue, moins on pique du nez, quoi, et on a moins de chances de faire le pop. La barre latérale, pour toi, est importante? Ça t'aide à monter le silure? Eh ben, avant, j'en avais une sur le premier modèle qu'on avait. Je me disais que je pourrais jamais m'en passer de ce tapis. Et au final, je m'en passe bien et je préfère ramener les poissons, les gros poissons, entre mes pattes parce qu'ils sont moins nerveux que les petits. Les petits, c'est vraiment des plaies. Moi, je préfère les prendre sur les côtés parce qu'ils mettent des coups de tête sans arrêt et c'est un coup à percer. Donc, mais pour les gros poissons, c'est vraiment plus aisé de les attraper sans cette barre.
c'est pas vraiment une barre de sécurité, c'est un tapis en fait où on posait nos affaires dessus. Elle n'a jamais laissé sauver la vie à personne. Hein. C'était vraiment en fait une barre quoi, pour avoir une barre avec un tapis. Justement, est-ce que c'est les petits silures qui bataillent plus que les gros? Alors pour moi, c'est pas qu'ils bataillent plus, mais c'est qu'ils sont plus nerveux. Parce que batailler, les gros savent mettre vraiment des bons combats. Mais les petits, c'est des petites teignes. Et quand ils arrivent au bord, ils secouent la tête dans tous les sens. Et ceux-là sont mauvais, il faut faire attention avec ceux-là. Puis on a moins de saisie. Ouais, il faut faire attention à la manipulation. Parce qu'on a quand même des hameçons qui sont assez conséquents dans la gueule de ces poissons. Et cumulé à la force de ces poissons, c'est vrai que ça peut être dangereux pour les pêcheurs. Il faut faire attention. Toutefois, je vous conseille de vous rapprocher de Laurent pour pêcher le silure en flotte tube ou d'autres personnes. N'allez pas au hasard pêcher le silure en flotte tube si vous ne l'avez jamais fait. Je sais de quoi je parle. J'ai vu un accident à côté de moi, bon, un incident, ça s'est transformé en incident. Simplement, c'était un petit silure, 1,40 m. Il a tourné dans les pattes du flotte tube, il a enroulé la tresse et il a emmené le jeune garçon qui a fait un demi-tour. Heureusement, nous étions nombreux sur le secteur. C'est pour ça que toujours s'initier au flotte tube, c'est important. Quelqu'un qui a d'expérience, allez le voir, il va vous en parler. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. On n'est pas là pour ça, mais c'est une pêche vraiment sympa, mais comme toutes les pêches où on est assis sur un truc qui est gonflable, ben, ça peut percer, quoi. Ça peut s'avérer dangereux, effectivement. Autre question sympa, le clonk, on s'en sert toujours ou pas? Moi, ça fait 30 ans que je m'en sers et je pense que j'arrêterai jamais. Pour moi, c'est physiologique, ça marchera tout le temps. Alors, c'est vrai que le clonk, depuis qu'il est arrivé dans les années 93, 94, c'est vraiment un accessoire qui était indispensable et qui était, entre guillemets, c'était la baguette magique du pêcheur de silure parce que ce raisonnement dans l'eau a attiré beaucoup les silures. Ça s'est beaucoup estompé ces années. Alors, de par les poissons qui sont éduqués à force d'être pêchés, mais aussi de par le nombre de pêcheurs, donc ça, c'est toute une réaction, c'est la rançon de la gloire, quoi. Il y a plus de pêcheurs de silure, donc forcément les poissons sont plus éduqués. Mais moi personnellement, si je fais une période de dérive en bateau, enfin une pêche en bateau, en dérive, j'avouerais que le clonk c'est quand même un bon ami sur le bateau, quoi. Même si les poissons sont moins réactifs, j'aurais tendance à dire que le clonk est toujours efficace. Question justement, à partir de quelle profondeur utilisez-vous votre clonk? Est-ce qu'il y a 5 mètres, 10 mètres, 2 mètres Tout le temps. Enfin, il n'y a vraiment pas de couche d'eau. Il y a un gars là, qui est sur YouTube, là, on voit pas mal de vidéos, où il clonk carrément du bord. Bon, c'est une zone qui n'est pas pêchée, je connais pas vraiment le truc, mais il pêche dans pas d'eau. Le poisson, il est quasiment 1 mètre dessous et il le fait monter. Donc ça réagit. Il n'y a pas de norme de hauteur. Après, il y a des différentes sonorités, des différents diamètres qui produisent un son un peu plus grave, plus aigu et plus puissant. Il faut jouer avec ça. Alors moi, j'utilise le clonk dans des profondeurs un peu plus importantes parce que je pêche des milieux comme la Saône ou le Rhône en dérive en bateau. Et on pêche en général dans des zones qui sont assez supérieures à 5 mètres. Et on essaye de faire monter les poissons. Donc pour les faire monter, on utilise bien souvent le clonk. Et en général, on dit que plus le poisson monte, plus il est susceptible d'être agressif et de venir prendre notre leurre ou notre vif. Une question chiante pour vous. Ça sera pour Seb. Ouais, je viens de l'avoir passé. Pourquoi la fédération ne classe pas le silure nuisible? Pourquoi le classer nuisible? Parce que ça mange tout. Ah, parce que ça mange tout. C'est ce qu'ils disent. Bon, pour moi, le plus nuisible, c'est les personnes, c'est le pêcheur, ouais, en premier lieu. Hein. Donc le silure, il était là avant nous. Moi, je vais vous donner mon avis. Hein. Pour moi, le silure était là avant beaucoup de personnes. Alors pourquoi ne pas laisser faire la nature? Justement, elle le fait très bien et elle n'a pas besoin de l'homme pour réguler les espèces de poissons. On a je vais m'arrêter parce qu'on pourrait en parler aussi pendant longtemps. C'est pour ça que j'ai dit c'est une question chiante parce que ça peut être très très long cette histoire. Ça peut être très long, ouais. Alors, on a beaucoup de problèmes de barrage, de choses comme ça, de réchauffement climatique, enfin j'en passe, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faudrait régler d'autres problèmes avant de vouloir éradiquer le silure. Une question dans le même genre, mais un peu différente quand même. Est-ce que les œufs de silure peuvent être transportés par les oiseaux?
comme on entend, vous savez. Oui, bah oui, mais Alors, il arrive dans un étang et c'est l'oiseau qui a amené les œufs de silure. bien sûr, comme tous les autres poissons. Les œufs, par définition, ils viennent se fixer sur du substrat. Donc pour se fixer sur du substrat, il faut qu'il soit un minimum collant. Le silure va frayer dans très peu d'eau, dans 20 à 1 mètre d'eau, parfois plus, mais bien souvent ils sont sur les bordures, vraiment sur les bordures, on les voit, ils sont là, ils sont en train de frayer. Le mâle après garde son nid. Si vous avez un poisson qui passe, un oiseau, pardon, un héron qui passe ou un canard qui passe, il va patauger dans les œufs. S'il ne se fait pas croquer par le mâle, il va pouvoir emmener des œufs sur ses palmes et passer sur un autre plan d'eau. Et dans l'air, ça sèche pas les œufs. Ils ont quand même une protection. Alors après, j'ai pas les données scientifiques pour dire tiens, on peut faire 500 mètres ou on peut faire 10 km avec un chapelet d'œufs de silure sur les pattes. Ça, hein. Mais c'est compliqué aussi. c'est Voilà. possible. Ouais. Là, c'est possible. Non, mais c'est obtus, mais Ouais. bon, on répond un minimum aux questions qui sont posées en live. Et voilà. Peut-on pêcher le silure de nuit? C'était la même? Comment? Oui. D'accord. Alors oui, le silure, justement, il se nourrit beaucoup la nuit. C'est un poisson qui se nourrit la nuit, qui voit pas beaucoup, donc il joue beaucoup sur la sensibilité, sur la vibration. Il aime pas trop les lumières fortes. Donc oui, on peut le pêcher de nuit. Après, est-ce que la réglementation de pêche est adaptée? Ça, c'est une autre histoire. Je voudrais juste poser une dernière question pour conclure. Est-ce qu'on fait les plus gros silures au vif ou au leurre? En fait, il faut qu'ils arrêtent de se poser des questions. Les gens, il faut qu'ils pêchent, moi je pense. Il faut passer du temps sur l'eau. Il faut tenter des choses. Moi, j'ai fait des poissons énormes avec 3 verres sur un triple. Il y a du poisson à faire, mais il faut y passer du temps. Dans le canapé, on fait rien. Il faut être sur l'eau, il faut analyser les poissons, tenter des choses, et ça prend. Enfin, dans le canapé, on répond aux gens qui se posent des questions en attendant. Merci les gars, c'était top. Merci à vous. Une intervention comme j'aime bien en voir souvent, avec le sourire. Et puis, bon, il y a encore pas mal de questions, mais je suis désolé, il y a un moment, il faut stopper, quoi. Voilà. On aura l'occasion de vous répondre. Là, je répondrai aux deux tout à l'heure. Et puis, on se retrouve sur vos stands communs. Toi, tu es chez Fox. Et toi, Chez Matcat. chez Matcat. Les spécialistes du silure sont là, et pas que le silure, parce qu'ils ne pêchent d'autres poissons également. Un guide de pêche renommé Seb, et toi tu es Moi, je suis dans la fonction publique. fonction publique et pêcheur. Et toi, community manager chez... Et baltringue à mi-temps. Merci messieurs, on se retrouve. Merci à toi. Et nous Merci. on se retrouve dans un court instant ici même sur ce plateau. À tout de suite.